Tu veux quelle proportion de toi? Je m'en fous, cadre comme ça, normal, tu vois. Allez-y, passez, hein. On filme pas encore. Pas de soucis. Bonjour et bienvenue sur 9art.fr pour cette première émission quotidienne en direct du Festival d'Angoulême. Parce que le Festival international de la BD, ça commence dès le jeudi matin à 10 h. On sort tout juste d'une conférence de presse du groupe Delcourt qui a commencé comme d'habitude avec les chiffres annuels. Donc du côté du comics, on a appris par exemple que Delcourt était leader sur le marché, que Walking Dead représente 22% à lui tout seul de toutes les ventes de comics de France, qu'Urban Comics est passé en deuxième position, que Panini Comics est aujourd'hui troisième juste derrière Urban Comics. À côté de ça, on a eu la présentation du catalogue Soleil avec quelques titres très intéressants pour cette année. On a par exemple la réédition des 3 premiers tomes de Prophète de Xavier Dorisson et Mathieu Laufray. On aura même 2 couvertures exclusives pour 2 des 3 tomes, on ne sait pas lesquels encore, pour la sortie du tome 4 qui arrive lui aussi en avril. À côté de ça, on a eu une présentation du catalogue Delcourt, super intéressant. Alors comme d'habitude, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a des trucs qui nous intéressent un peu moins, mais vraiment un catalogue solide a priori. On a vu que Delcourt avait recentré vraiment sa politique sur des auteurs. On a eu une très belle intervention de François Bourgeon à la fin. François Bourgeon, Les Passagers du Vent, légende de la BD. C'était vraiment une conférence intéressante. On a appris quand même pas mal de choses niveau stratégie et tout. On sent que le groupe Delcourt est aujourd'hui très imposant avec Tonkam, avec Soleil, avec tout son pouvoir de distribution, de diffusion. C'était vraiment un bon moment. Et puis en parlant de Delcourt justement, moi je vous laisse en interview avec Boulet, un auteur de la maison que vous connaissez très bien pour son blog internet, qui va nous parler un petit peu du syndicat des auteurs et de quelques histoires pas forcément génial qui tourne autour du monde de la BD en ce moment. Ben, moi j'ai toujours été un peu en dehors du monde de la BD d'une manière générale puisque je suis arrivé par le net en gros et maintenant la plupart de mon lectorat est un lectorat, je sais pas, je me suis toujours senti un peu en décalage avec ce monde et effectivement en revanche moi tout ce que je peux faire c'est apporter mon propre témoignage et effectivement je me rends compte que la situation est pas terrible pour les jeunes auteurs. J'ai de plus en plus d'amis qui me disent voilà j'ai proposé un bouquin de 120 pages, on m'a proposé une avance de 4 000 €. Et tu dis mais comment tu vis avec 4 000 € pour dessiner tes 180 pages? Et il va te dire je sais pas justement, je vais prendre un autre boulot. Et tu te rends compte que moi quand j'ai commencé dans le milieu de la BD il y a 10 ans, pour mon premier album, j'ai été payé ce que maintenant est payé un auteur qui a 10 ou 15 ans d'expérience. Donc tu réalises que vraiment il y a eu quelque chose d'énorme qui est arrivé en termes de droits d'auteur, en termes d'avance sur droit, où on a été littéralement dépouillé. Et comme les choses ne veulent pas changer, là il y a des grosses bagarres avec le snack. Moi je me range clairement du côté du snack, quoi. Je suis d'accord avec eux. Après moi je suis pas très activiste, j'ai tendance à vraiment être un ours comme beaucoup d'auteurs de BD. Je pense que c'est surtout ça notre problème, c'est que la plupart des auteurs de BD sont des autistes qui préfèrent rester chez eux, moi le premier. On est vraiment un troupeau de chats, c'est-à-dire que pour arriver à trouver une cohérence, mais voilà, effectivement, moi je pense qu'il y a, comme je te disais, il y a un moment où on ne pourra pas continuer comme ça, tout simplement parce que là on est à la limite du viable, c'est-à-dire que les gens qui veulent faire un premier album, la plupart du temps c'est des gens qui ont une autre source de revenus, donc c'est quand même absurde. Après la publication numérique, ce qui peut en fait paradoxalement faciliter son essor, à mon avis, c'est toutes les difficultés qu'on rencontre en ce moment avec les négociations sur les droits d'auteur, sur la TVA qui augmente et les droits d'auteur qui n'augmentent pas, sur le fait que les éditeurs s'enrichissent énormément et que les auteurs ont tendance à plutôt s'appauvrir, sur le fait que en 10 ans, les avances sur droit ont été coupées de moitié quasiment. Donc il y a plein de problèmes comme ça qui vont faire qu'à un moment, je pense, beaucoup d'auteurs, surtout si cette culture de la lecture sur tablette se met en place, vont simplement se poser la question très légitime de pourquoi je m'emmerde avec un éditeur? Pourquoi je demande à un gars de prendre 90% du revenu de mon travail pour publier alors que je pourrais le faire moi-même sur internet et être en prise directe avec mon lectorat? Donc ça c'est une possibilité. Après ça a ses dangers aussi, ça a le danger de plus avoir le filtre éditorial qui est très important, de plus avoir la structure éditoriale qui est un tuteur pour beaucoup. Le regard d'un éditeur est
très très important au moment de la réalisation d'une bande dessinée. Et je pense que voilà, le numérique n'apportera pas toutes les solutions à ça, mais je pense que ça peut être un des facteurs qui va faire que la BD numérique peut connaître un essor. L'an dernier, j'avais été furieux contre le jury du festival. Il y avait eu vraiment un débat complètement faussé. Ils nous avaient demandé de voter l'an dernier. Donc on était contents, on s'était dit c'est sympa. C'était une initiative sympa de demander aux auteurs de voter pour qui ils aimeraient voir comme président. Donc on avait nominé comme ça dans notre sélection, il y avait Toriyama qui était souvent revenu, Alan Moore aussi, il y avait eu Otomo déjà aussi, enfin Chris Ware, des gens comme ça, plein de gens intéressants de divers horizons. On s'était rendu compte que les auteurs avaient finalement fait une sélection extrêmement riche de gens méritants et qui nous sortaient du monde franco-belge et des dangers de cette espèce d'académisme austère de gens qui votent pour leurs copains. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a proposé une liste, il y avait une liste de noms au final qui était de, je ne sais plus, 5 ou 6 noms, où il y avait Willem, il y avait Otomo, il y avait Chris Ware et d'autres comme ça. Et c'est Willem qui a été choisi, ce qui pour moi était un excellent choix. C'est-à-dire que Willem pour moi est quelqu'un de très important dans le monde de la BD, qui est quelqu'un d'estimable, un très grand auteur, et je suis vraiment ravi qu'il soit président, mais la façon dont ça a été fait était assez odieuse. En gros, ce qu'on nous disait du compte-rendu de la délibération, c'était qu'ils ne connaissaient pas la moitié des auteurs nominés, c'est-à-dire que quand ça a été autour de Chris Ware, il y en a plusieurs qui ont demandé c'est qui, et tu dis non, ça va bien quoi, enfin ça va bien, l'académisme, on vote pour les copains, et à un moment le système ne marchait pas. Cette année ils ont opté pour un autre système, qu'un système de vote des auteurs directement, qui faisait une sorte de premier tour. Et on s'est retrouvé avec donc ces 3 finalistes. Donc il y a, tu disais, Alan Moore, Bill Watterson et Otomo. C'est un choix qui est assez vaste, de gens qui le méritent largement. Après, je pense que s'ils sont nominés, Alan Moore et Watterson n'auront clairement rien à branler. Donc il y a peu de chances qu'on les voit venir l'an prochain. Mais bon, ça ne doit pas non plus être un critère de sélection. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien que Calvin et Hobbes soient nominés. Ça a tellement bercé ma jeunesse que je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas récompensés. Moi je suis aussi un énorme fan d'Otomo. Donc voilà. Honnêtement, j'ai pas de pronostic. Je pense qu'en termes d'appréciation publique, ça serait peut-être Watterson le choix le plus évident. Mais en termes de logique, moi je dirais Otomo. Otomo parce que ce serait la première fois qu'un auteur japonais serait nominé, et ça serait quand même la moindre des choses, parce que on oublie quand même de dire à quel point les mangas ont eu un poids énorme, aussi bien en termes d'économie que d'influence dans la BD franco-belge. Et donc il serait peut-être temps de les admettre au club un peu fermé des présidents d'Angoulême, quoi. Parce que le festival d'Angoulême, c'est pas uniquement Delcourt et les très gros éditeurs. On a profité de notre après-midi pour assister au pavillon Jeunes Talents, qui est juste derrière moi, à une conférence sur le Turbomédia en présence de Comixology, Jofo, Mast, Émilie et Simon, et surtout le CEO international de Comixology qui nous a fait l'honneur de sa présence, pour parler de Turbomédia, pour parler un petit peu de la BD numérique et de comment ça évolue, dans quel sens ça évolue. Le plus simple, c'est que je vais vous laisser avec Alex Castagnera de Comixology France, qui va vous expliquer un petit peu l'intérêt de la chose, et puis Simon, créateur de Media Entity, une très très bonne série en Turbomédia, qui est également parue chez Delcourt. Nous, chez Comixology, en fait, notamment avec Media Entity, c'est au niveau du Turbomédia, notre rôle à Comixology, c'est de promouvoir un maximum ce média, ce format, de plusieurs manières. D'une part, en interne, travailler avec les éditeurs et les artistes sur la création de Turbomédia, les accompagner dans cette nouvelle façon de faire de la BD. Et d'une autre manière, c'est à Comixology de mettre en avant ce média, et c'est ce qu'on fait au travers de la plateforme, d'une part en la mettant en une et en essayant de faire un maximum de promos, que ce soit en externe, sur des sites externes ou au travers de panels dans les Comic-Con, que ce soit aux États-Unis ou en France. Aux États-Unis, on a un panel qui s'appelle Comment faire de la bande dessinée numérique à la façon de Comixology. Alors ça fait un peu hautain, mais quelque part c'est notre façon à nous d'apporter notre savoir-faire sur ce média-là, avec des gens qui essayent de découvrir, et voilà.
Alors Mediantity, c'est un projet qui est né, au départ c'était un projet de série télé. C'est une série télé sur l'identité en ligne avec l'idée que nos identités deviennent tellement importantes et tellement complexes sur le réseau qu'elles s'autonomisent et nous mettent dans l'embarras les uns comme les autres, que ce soit des vidéos qui apparaissent sur YouTube de fêtes où on est bourré et on n'y a jamais été, ou de photos Facebook compromettantes où on est avec la nana d'un autre. Bon voilà, ce genre de réjouissance qui arrive parfois. Et en fait, quand on a découvert le Turbo Média de Balak, en fait on s'est dit putain c'est génial parce qu'on peut raconter ça en bande dessinée avec une sensation cinématographique, de narration cinématographique. Et Émilie elle vient de l'animation, moi je venais du scénario audiovisuel et du coup vu qu'on avait envie de faire de la bande dessinée, c'était le support rêvé parce que voilà, il y a cette sensation de récit qui est hyper dynamique et puis en fait on a l'impression de faire une espèce de série télé à la maison, quoi. Comme on avait envie que le projet continue et que c'est pas évident pour le moment de vivre simplement du Turbo Média, on a eu envie de faire une version papier, donc une version papier qui est éditée chez Delcourt. Et voilà, donc on travaille les deux versions en même temps, quoi. On fait le découpage Turbo Média, le découpage papier, puis Émilie dessine les deux en même temps. Et ensuite ça se retrouve sur deux supports avec du coup deux expériences de lecture différentes parce que c'est des codes de narration différents. Sur le Turbo Média, voilà, il y a des spécificités, des effets qui sont possibles, qui ne sont pas possibles en papier et inversement. Et du coup, il faut qu'on adapte ce récit pour qu'il soit raconté de deux manières différentes pour deux lectorats différents. Comme tous les ans, Angoulême, c'est un temps pourri, mais des gens sympas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vous dit à demain. Nous, on va fêter les 40 ans de Edmond Touriol. Alors pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est le traducteur de Walking Dead, de Green Lantern, qui a créé aussi la boîte qui s'appelle Macma, éditeur de BD. Et voilà, donc on ne sait pas trop si on sera là demain, parce que ça risque d'être a priori très énervé. Peut-être que vous aurez des vidéos de cette soirée à la fin de la vidéo. Je ne sais pas, c'est pas moi qui fais le montage chez JB de toute façon. On vous dit à demain, on espère que ça vous a plu. Il y en a encore 3 vidéos comme ça. Profitez du fait qu'on n'ait pas encore trop de cernes, parce qu'à mon avis, dès demain, ça va être complètement... voilà, enfin... Voilà. À demain. C'est bon ? Voilà. Manu qui sait que la caméra. Alors, toi, caméra, faut savoir que Manu a plus 6, c'est-à-dire qu'il prend son verre plus sec. Alex, remplis son verre, s'il te plaît. Non, mais remplis-le au 25. Elle est déjà bien, Manu. Remplis-le au 25, remplis-le au 25. Alors, j'arrête de parler. C'est complètement abscon, Regarde Manu, Manu va subir une défaite. Regardez. It's like the defeat of Manu. Mais t'es pas à la piscine, allez Manu. Allez, attention, regardez la défaite de Manu. Manu, il y a un plus 6 sur toi. Allez, plus sec Manu. Manu, attention parce que Manu est capable de boire une bière en beaucoup trop de temps. En 30. Regardez, attention. Litres de seconde. Oh là là, Manu. Je crois que c'est ma 4e cul sec. Ça commence à pareil, on est à 4. Moi c'est ma première, c'est trop fort. Ça va mal ressortir à un moment.